Le 10 septembre 2025 à 9h12 précise une vibration discrète fit frémir le smartphone de Sébastien Lecornu, posé avec soin sur le bureau brillant de Matignon. L'écran s'illumina d'une notification de l'AFP dont le titre claqua comme une gifle. Mélenchon promet une motion de censure contre Lecornu dès l'ouverture de la session parlementaire. À peine 24 heures s'étaient écoulées depuis que Macron l'avait propulsé à Matignon, remplaçant en urgence un Bayrou politiquement carbonisé. Lecornu, encore en train de savourer son café dans une élégante porcelaine de Limoges, interrompit son geste. Ses doigts se resserrèrent presque imperceptiblement autour de la tasse. Une journée. Il n'avait eu qu'une journée de grâce avant d'être attaqué de front par Mélenchon, qui n'avait manifestement pas l'intention de lui laisser le moindre répit. Derrière les lourds rideaux tirés à moitié, la capitale reprenait doucement vie, enveloppée dans la ouate grise d'un matin de septembre. Paris, paisible et insouciante, ignorait totalement l'ouragan politique prêt à éclater. Toi là, tu ne le sais pas encore, mais les prochaines heures vont tout faire basculer. En réalité, personne n'avait encore conscience de ce qui se tramait. Ni les collaborateurs de Lecornu qui se ruaient en catastrophe vers Matignon, le visage tendu, les dossiers sous le bras, ni les éditorialistes en effervescence persuadés qu'ils allaient assister à un simple baroud d'honneur parlementaire sans grande conséquence. Et surtout pas Mélenchon tranquillement installé dans son fief du 10e arrondissement peaufinant les prochaines manœuvres de son plan de bataille, comme un général convaincu de sa victoire. Dans moins de temps qu'il n'en faut pour faire bouillir une cafetière, Sébastien Lecornu allait lâcher une bombe verbale capable de pulvériser la stratégie millimétrée de Mélenchon. Une simple réplique courte comme un tweet, tranchante comme une lame, qui allait faire vaciller les certitudes et redéfinir les codes du théâtre politique français. Une phrase unique, épurée, brutale dans son efficacité qui allait se propager comme une onde de choc, de Paris à Washington, reprise en boucle sur tous les plateaux télé. Mais pour comprendre la puissance de ce moment, il faut revenir en arrière quelques heures avant que l'histoire ne bascule. Pour comprendre pleinement la déflagration qui s'annonce, il faut d'abord plonger dans l'ambiance électrique de ces jours chaotiques. Tout a basculé le 8 septembre au soir, un véritable séisme politique. François Bayrou, ce vieux sage du centre, celui qui promettait l'apaisement budgétaire et le compromis républicain, s'est effondré en direct désavoué par 364 députés, venus des extrêmes comme du centre. Un rejet massif sans appel qui signait la fin brutale de son gouvernement. Troisième chute en moins de 100 jours, la Ve République n'avait jamais connu une telle instabilité. À peine le temps d'encaisser le choc que la France tanguait dangereusement au bord du gouffre. La bourse vacillait, les investisseurs fuyaient. Moody's brandissait la menace d'une dégradation de la note souveraine et les syndicats échauffaient déjà les tambours d'une grève nationale. Pendant ce temps retranché derrière les murs de l'Élysée, Emmanuel Macron cherchait un plan B, ou plutôt un homme de poigne. Il désigna alors Sébastien Lecornu, 39 ans, ex-ministre des Armées tacticien aguerri du macronisme. Un profil capable de parler stratégie militaire avec les généraux et économie de défense avec les industriels. Mais surtout quelqu'un qui saurait encaisser les coups, résister aux assauts politiques et ne rien lâcher. À 20h le 9 septembre, la nouvelle tomba, Lecornu entrait dans l'arène. À peine la nomination de Lecornu annoncée que le paysage politique s'enflamma comme un baril de poudre. Les réactions fusèrent de tous les camps et chacun y alla de son trait d'esprit ou de sa pique bien sentie. Marine Le Pen dégaina la première sur Twitter moquant un nouveau fusible made in Macron, prêt à griller à la moindre surtension. Bruno Rayotto, chef des Républicains, réclama lui un virage à 180 degrés, exigeant qu'on coupe net avec les errements du passé. Du côté socialiste, Olivier Faure fustigea une reconduction déguisée du macronisme, jugeant cette continuité purement insupportable. Mais celui qui dégaina le plus vite et frappa le plus fort, c'était bien Mélenchon. À 22h30 pétante, soit à peine 2h30 après l'annonce, il publiait déjà une tribune au vitriol sur son blog sobrement intitulé « Le déni ». 3000 mots, une démonstration chirurgicale pour démolir pierre par pierre la légitimité de Lecornu à occuper Matignon. Et Mélenchon ne s'était pas contenté de jouer les éditorialistes. Il plaçait déjà ses pions méthodiquement.
Il rappelait à qui voulait bien l'entendre que le nouveau Front populaire était sorti en tête des législatives de juillet et accusait sans détour Emmanuel Macron de tordre le bras à la Constitution en imposant un Premier ministre sans majorité, issu de son propre camp. Puis vint le coup d'annonce dès l'ouverture de la session parlementaire. Une motion de censure serait déposée, pas de dialogue, pas de marchandage, juste un 49 alinéa 2 lancé comme une balle. Mélenchon promettait que Lecornu tomberait sur cet article, tout comme Bayrou avant lui. Macron lui semble vouloir tester tous les articles de la Constitution avant de comprendre qu'il est temps de faire ses valises, écrivait-il. La gauche électrisée s'embrasa immédiatement. Mathilde Panot diffusa le message comme une traînée de poudre sur les réseaux. Le lendemain matin, Manuel Bompard occupait déjà les matinales radio et TV, répétant le mot d'ordre censure immédiate, sans tractation, sans plan B. Mélenchon ne s'était pas contenté de brandir une simple menace parlementaire. Non, il avait dégainé l'arme lourde d'une mise au pied du mur public adressée à tous ses voisins de gauche socialistes, écolo-communistes, les sommant d'arrêter, selon ses mots, leur petit théâtre et de se ranger derrière lui pour faire tomber Lecornu. Une manœuvre aussi audacieuse que périlleuse, car le chef de file de LFI savait parfaitement faire ses comptes si la gauche tout entière se serrait les coudes et si le Rassemblement national décidait à nouveau de jouer le rôle de catalyseur comme lors de la chute de Bayrou, la majorité pouvait s'effondrer dès la première salve. Et les chiffres n'étaient pas là pour rassurer Matignon 74 députés, pour LFI 66 pour les socialistes, 13 écologistes, 11 communistes, 123 pour le RN, total 287 voix prêtes à faire vaciller le gouvernement. 2 petites voix de plus et l'affaire était pliée. La cible était à portée de tir. Tout reposait désormais sur une inconnue. Lecornu allait-il réussir à semer la discorde au sein de cette alliance aussi fragile que stratégique? Matin du 10 septembre. Au cœur de Matignon, Sébastien Lecornu avala son café d'un seul trait, comme on avale une vérité amère, puis claqua des doigts pour faire entrer son cercle rapproché. Marc Vallière, son fidèle stratège en diplomatie, fut le premier à franchir la porte, suivi de près par Adrien Facon, chef de cabinet au nerf à vif, Philippe Gustine, le cerveau de la communication de crise, et quelques autres conseillers dont les visages trahissaient 2 nuits sans sommeil. L'ambiance était celle d'un bunker avant l'impact. Vallière brisa le silence dès qu'il posa son iPad sur la table en acajou, où s'empilaient les unes du matin toutes marquées au fer rouge par le mot « censure ». Monsieur le Premier ministre, on est dans l'œil du cyclone. Mélenchon a frappé fort. Sa déclaration fait la une partout. Et selon un sondage France Inter de ce matin, 62% des Français sont persuadés que votre gouvernement n'en a plus que pour 2 semaines. Pas un mot. Lecornu resta muet, puis quitta sa chaise avec une lenteur presque théâtrale. Il s'approcha de la fenêtre, dos à la pièce, les bras croisés derrière lui comme un général observant le champ de bataille invisible. Le silence s'épaissit, pesant comme du plomb sur la pièce tendue à l'extrême. C'est Facon qui brisa le mutisme d'une voix prudente. On a envisagé plusieurs pistes. La première ignorait totalement Mélenchon, se focaliser sur des tractations discrètes avec les socialistes et les républicains pour essayer de bricoler une majorité de circonstances. Lecornu ne réagit pas, mais son léger mouvement de tête indiquait déjà un refus. Gustine prit le relais plus tranchant. L'autre option, c'est l'attaque directe. On pointe l'irresponsabilité de la France insoumise, on souligne qu'il joue avec le feu institutionnel. Et on en appelle au bon sens des autres forces politiques. Cette fois, Lecornu se retourna. Son regard froid et perçant alla droit à Gustine. Mauvaise piste, c'est précisément ce que Mélenchon espère. Il rêve d'un duel frontal. Il veut que je réponde, que je riposte, que je tente de parlementer. Il attend que je tombe dans son piège. Et ce piège, c'est ma réaction. Et donc, monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qu'on fait? Demanda Vallière, les sourcils froncés, le ton mi-inquiet, mi-curieux. Lecornu esquissa un sourire discret, le genre de sourire qu'on affiche que lorsqu'on a trouvé la faille dans un piège trop bien ficelé. On ne va pas faire ce qu'il espère. Pas d'esquive, pas de plaidoyer, pas de marchandage. Je vais répondre en plein jour, en public et avec une seule phrase. Les regards se croisèrent dans la salle tout figée. Le silence devint une entité palpable. Facon bouche bée,
Une phrase, Monsieur le Premier ministre Mélenchon vient de balancer un manifeste de 3000 mots de squatter les plateaux télé, de faire monter toute la gauche en pression. Et vous répondez avec une phrase. Le cornu hocha la tête posément puis trancha avec calme. Justement, personne ne verra ça venir. Il a monté toute une machinerie verbale, une architecture de mots, une symphonie d'arguments. Il attend que je rentre dans l'arène, que je me justifie, que je joue sa partition. Mais moi, je vais faire sauter la sono. Une seule phrase, sèche, tranchante, et tout s'effondre. Vallière, qui connaissait par cœur les silences de son chef, saisit tout de suite l'intention. Vous comptez le neutraliser en refusant le terrain du verbe. C'est ça. Coupez net l'élan oratoire. Le cornu, déjà revenu à sa chaise, acquiesça sans détour. Exactement. Mélenchon vit pour les discours. C'est un bretteur de mots, un gladiateur de la tribune. Il espère que je vais me jeter dans l'arène, jouer selon ses règles. Mais je vais faire tout l'inverse. Je vais lui prouver qu'un pavé de 3000 mots peut se faire balayer par une phrase aussi tranchante que brève. Gustine ouvrit aussitôt son carnet, prête à noter l'histoire en train de s'écrire. Et ces mots, Monsieur le Premier ministre, quels sont-ils? Le cornu inspira lentement, profondément, comme s'il se préparait à appuyer sur un bouton nucléaire. Ce qu'il allait dire n'était pas une formule, c'était un pari risqué, une déclaration de guerre mesurée au mot près. Une fois prononcé, impossible de revenir en arrière. Voilà ce que je dirais. Rien de moins, Monsieur Mélenchon, allez-y. Déposez votre motion. J'attends. La phrase claqua dans la pièce comme un gong. Et puis, plus rien. Un silence si dense qu'on aurait pu entendre une mouche douter. Facon entr'ouvrit la bouche, hésita, puis la referma, tel un poisson hors de l'eau. Il tenta une seconde fois avec un filet de voix. C'est vraiment tout. Le cornu hocha la tête impassible, tel un moine zen au sommet de son art, c'est tout. 7 mots, pas une ligne de plus, ni pirouette rhétorique, ni plaidoyer enflammé, aucun argument, aucun contre-coup, juste une provocation nue, brutale à mi-chemin, entre le sang-froid et l'audace insolente. Vallière lui perçut instantanément la portée stratégique de ce choix. En lançant ce défi en apparence minimaliste, le cornu forçait Mélenchon à se dévoiler. S'il agit et échoue, il devient risible. S'il recule, il perd toute crédibilité. Dans tous les cas, ses grandes tirades tombent à plat. Et surtout, il ne peut plus s'en servir comme levier. On vient de lui couper le micro, sans même toucher au volume. Précisément, répondit calmement le cornu. À qui ça, le corps? L'interruption fut sèche. Le cornu reprit la parole avec la sérénité d'un joueur d'échecs, ayant vu le coup d'après. Tout son plan repose sur l'idée que je vais fuir, esquiver, temporiser. Il veut que je me dérobe pour mieux m'accuser? Moi, je fais l'inverse. Je le pousse à jouer sa carte tout de suite. Je casse l'effet dramatique, je coupe la bande-son épique et je transforme son coup de théâtre en banale procédure administrative. Un conseiller fronça les sourcils, un brin nerveux. Mais Monsieur le Premier ministre... Et s'il va jusqu'au bout, s'il dépose la motion, et que la gauche entière s'aligne derrière lui avec le RN en bonus, et si elle passe, le cornu se pencha lentement au-dessus de la table, planta son regard dans celui de chaque conseiller un par un sans détour. Dans ce cas, je tomberai. Oui, mais debout, droit dans mes bottes, les yeux dans les yeux avec ceux qui auront voté ma chute, sans avoir flanché d'un pouce. Et croyez-moi, dans les livres d'histoire, ça pèsera bien plus lourd que les petites manœuvres de coulisses ou les magouilles d'un hall de gare politique. Il était exactement 11 heures quand le cornu trancha. Plus d'hésitation, plus de plan B, il allait frapper vite fort et en pleine lumière. Une alerte tomba dans les rédactions conférences de presse exceptionnelles dans la cour de Matignon. Aucun détail, aucun motif, juste une heure et un lieu. Immédiatement, les journalistes s'agitèrent, fonçant vers Matignon comme des fourmis alertées par un tremblement de terre. Certains couraient, d'autres étaient encore coincés dans les taxis lorsqu'il fit son apparition seul. Ni fiche, ni pupitre, ni entourage. Juste lui face à la cour en pierre encore luisante de la pluie du matin. Un rayon de soleil perçait à travers les nuages de septembre, illuminant les pavés comme une scène de théâtre. Une cinquantaine de caméras se braquèrent sur lui.
Sans prévenir, toutes les chaînes d'infos dégainèrent le direct. BFM TV, LCI, CNews, coupure immédiate de programme. Le pays allait écouter. Dans son QG du 10e arrondissement, Jean-Luc Mélenchon tapotait les dernières lignes d'un billet de blog acide quand un de ses collaborateurs déboula sans frapper. Le Cornu vient de lancer une conférence de presse surprise. C'est en direct à l'instant. Mélenchon leva à peine les yeux de son écran, esquissant un sourire mi-satisfait, mi-prévisible. Évidemment que les Cornus allaient réagir. Ils réagissent toujours ces premiers ministres en sursis, probablement une déclaration bien huilée sur le sens des responsabilités, un tacle poli à LFI, une main tendue aux modérés, la routine. Avec une nonchalance assumée, le chef de file insoumis alluma l'écran, s'enfonça dans son fauteuil en cuir bras croisés, prêt à déguster comme un critique gastronomique ce qu'il pensait être une réplique fade et attendu à sa démonstration de force. Il se tenait là droit comme un sabre sur les marches de Matignon, et lorsqu'un silence lourd finit par écraser le brouhaha des flashs et des micros, le Cornu ne bougea pas. Aucun sourire, aucun tic nerveux, juste cette sérénité froide, presque dérangeante, en totale opposition avec le tumulte qui avait secoué la sphère politique ces dernières 24 heures. Un journaliste de France Inter tenta sa chance. Voix tendue, Monsieur le Premier ministre, une réaction à la charge de Jean-Luc Mélenchon. Le regard de Le Cornu accrocha le sien avant de balayer lentement la meute de caméras face à lui. Puis il lâcha ces mots, tranchants, millimétrés, inévitables. « Monsieur Mélenchon, allez-y, déposez votre motion, j'attends. » Et sans attendre une seconde de plus, il tourna les talons. Pas un mot de plus, pas un regard. Les questions pleuvaient déjà, lui avaient déjà disparu à l'intérieur de Matignon. 7 mots, 10 secondes. Et tout un pays qui retient son souffle. Dans les studios de BFM TV, le présentateur fixa la caméra muet comme un poisson. 3 secondes de blanc absolu. Puis d'un ton incrédule, voilà qui n'était pas prévu. Le Cornu vient de répondre à Mélenchon avec 7 mots, pas un de plus. Sur France Info, Anne Rosencher en plateau manqua de renverser son verre. Mais c'est complètement fou. Il ne s'explique pas, il ne temporise pas, il balance une réplique sèche comme un uppercut. C'est inédit. Sur Twitter, l'incendie fut instantané. Le mot dièse, allez-y, embrasa la plateforme. En 4 minutes, il était déjà en top tendance. Le Cornu vient de livrer un cours magistral de stratégie politique, écrivit un éditorialiste du Monde. 7 mots pour pulvériser le roman de Mélenchon. C'est chirurgical, lâcha un chroniqueur du Figaro. Mais la seule réponse que tout le monde guettait, celle qui valait plus que toutes les analyses éditoriales réunies, c'était bien sûr celle du principal intéressé Jean-Luc Mélenchon. Dans son repère du 10e arrondissement, le chef de file de la France insoumise contemplait l'écran les bras croisés, les yeux plissés. Pas un mot. Sur son visage, aucune trace de rage, ni d'étonnement. Non, c'était plus subtil que ça. C'était ce regard rare qu'on offre à un adversaire qu'on n'attendait pas, à ce niveau-là. Presque une forme d'admiration contrariée. Derrière lui, son assistante hésita avant de souffler. « Monsieur Mélenchon, les chaînes veulent votre réaction. » On leur dit quoi? Un silence dense s'installa. Il savait. Il avait saisi l'ampleur du geste. En quelques secondes, Le Cornu avait renversé les règles du jeu. Il avait métamorphosé une offensive bien huilée en un duel à ciel ouvert. Et surtout, il avait confisqué l'attention médiatique à LFI sans crier gare en pleine ascension stratégique. Pendant des heures, les rédactions avaient vibré au rythme des annonces de Mélenchon. Et puis, en un éclair, tout bascula désormais, c'était Le Cornu qui tenait le micro. Le leader insoumis venait de se faire piéger par sa propre machine médiatique. Mélenchon se leva l'air décidé et s'adressa à ses collaborateurs, organiser une conférence de presse pour 15 heures. Je vais lui rappeler qu'on ne titille pas Jean-Luc Mélenchon impunément. Pourtant, sous le ton ferme, certains de ses assistants perçurent une faille, un frisson d'incertitude, une petite fissure dans l'assurance habituelle. À 15 heures, dans la salle bondée de la Maison de l'Amérique latine, fief de LFI Mélenchon, se planta face aux journalistes. Il avait rédigé un long discours calibré, mais à peine avait-il ouvert la bouche que les questions tombèrent comme une pluie de balles.
Monsieur Mélenchon, allez-vous vraiment déposer la motion comme le Cornu vous y invite? Ne serait-ce pas le Cornu qui tient désormais les commandes politiques? 7 mots contre 3000. Vous ne perdez pas la bataille médiatique. Mélenchon leva les mains, exigeant le calme comme on arrête une marée. Ses traits s'étaient durcis, verrouillés. Évidemment que nous irons jusqu'au bout et que la motion sera déposée. Nous l'avons annoncé, nous l'assumerons. Les petites répliques de M. Lecornu ne nous intimident en rien. Pourtant, derrière cette certitude martelée, quelque chose sonnait légèrement désaccordé. Les journalistes l'entendirent immédiatement, une note fragile, presque imperceptible. Il poursuivit pourtant, déroulant pendant 10 longues minutes, son discours rodé crise démocratique, institution méprisée, macronisme à renverser sans délai. Mais les reporters n'écoutaient plus vraiment. Ils n'avaient qu'une obsession, la pique du matin. Un journaliste du Parisien relança implacable. « Mais enfin, monsieur Mélenchon, Lecornu ne recule pas. Il vous invite à agir, il accepte votre défi. Ce n'était pas justement l'objectif que vous revendiquiez. » La colère contenue jusque-là éclata d'un coup. Le masque tomba. Ce que je veux, moi, c'est tourner la page du macronisme une bonne fois pour toutes. Je veux que le vote du peuple soit respecté. Lecornu peut multiplier les provocations autant qu'il veut. Nous le ferons tomber. L'explosion de Mélenchon fit le tour des plateaux télé comme un incendie de forêt et, paradoxalement, chaque rediffusion renforçait Lecornu. Le chef insoumis apparaissait désormais prisonnier de ses nerfs alors que le Premier ministre lui incarnait une tranquillité presque provocante. Le rapport de force psychologique venait de basculer. Mais la véritable partie d'échec ne faisait que commencer. Durant les jours suivants, Lecornu déroula une tactique en 2 temps. Devant les caméras, il resta imperturbable, fidèle à son mantra minimaliste. À chaque micro tendu, il martelait la même phrase, presque comme un rituel. « J'attends la motion de M. Mélenchon. » Le moment venu, chacun assumera ses convictions. En arrière-plan, c'était une toute autre musique. Le chef du gouvernement multipliait les rendez-vous confidentiels avec les socialistes, les écologistes et même certains députés LR. Son argument tenait en une ligne. Mélenchon veut l'affrontement permanent. Moi, je veux gouverner. Accordez-moi 3 mois pour prouver qu'un autre chemin existe. Le 15 septembre, dans un appartement discret du 7e arrondissement, une rencontre ultra confidentielle eut lieu entre Lecornu, Olivier Faure et Boris Vallaud. 4 heures de discussion sans témoin. Faure mit immédiatement les cartes sur la table, pas de 49-3, un vote clair sur le budget des avancées sociales sur les retraites et une contribution renforcée des très hauts patrimoines. Lecornu les écouta sans broncher, puis répondit avec cette franchise tranchante qui était en train de devenir sa signature politique. « Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Abroger la réforme des retraites est impossible. Macron n'en voudra jamais et vous le savez aussi bien que moi. En revanche, je peux en geler l'application pendant 6 mois, le temps d'un vrai cycle de discussion. Je peux aussi mettre en place une contribution exceptionnelle sur les très grandes fortunes, pas l'ISF, mais quelque chose qui s'en rapproche. Et surtout, je vous garantis noir sur blanc qu'il n'y aura aucun 49.3 sous mon gouvernement. » Vallaud et Faure échangèrent un long regard. Des concessions réelles, pas de quoi électriser l'aile gauche, mais suffisamment solides pour justifier une abstention plutôt qu'un tir de barrage. Alors Faure posa la question que tout le monde redoutait, et si Mélenchon dépose sa motion malgré tout? Lecornu esquissa un sourire à la fois discret et terriblement confiant. Voilà précisément ce qui rend mon plan imparable. S'il dépose sa motion et qu'elle capote parce que vous choisissez l'abstention, il en sort affaibli. S'il renonce après avoir claironné qu'il allait la déposer, il se couvre de ridicule. Dans les 2 cas, le simple fait de l'avoir poussé publiquement à agir me place en position de force. Olivier Faure acquiesça lentement. Il comprenait enfin pourquoi Macron avait misé sur Lecornu. Cet homme n'avait rien d'un technocrate gris. C'était un joueur d'échecs politique, un vrai stratège. Pendant ce temps, chez La France Insoumise, l'atmosphère était électrique. Mathilde Panot réclamait un passage à l'action immédiat. On a promis la motion, on doit aller jusqu'au bout. Mais Manuel Bompard, plus lucide, voyait la faille. Si les socialistes s'abstiennent, on se plante. Et on aura l'air de militants improvisés.
Mélenchon lui restait d'une rare mutité. Il sentait le piège se resserrer comme une mâchoire métallique, mais aucune issue ne semblait lui permettre de s'en tirer sans y laisser son prestige. Le 20 septembre, Lecornu dégaina un nouveau coup d'éclat lors de son discours de politique générale à l'Assemblée. À un moment précis parfaitement calculé, il lâcha une phrase qui traversa l'hémicycle comme une décharge électrique. « On m'a promis une motion de censure il y a 10 jours. Je l'attends encore. Peut-être est-il plus simple de faire la leçon que de faire preuve de courage. » L'Assemblée s'embrasa instantanément. Les rangs de LFI bondirent de leurs sièges vociférants. Dans les tribunes, Mélenchon vira rouge vif, comme si la phrase l'avait directement frappé au plexus. Mais c'était trop tard, Lecornu venait d'inverser publiquement l'accusation de lâcheté et de la renvoyer à son expéditeur. Le lendemain, LFI déposa bel et bien sa motion. Mais le climat n'avait plus rien à voir. Ce qui devait être un assaut glorieux ressemblait désormais à une manœuvre tardive presque contrainte. Les socialistes confirmèrent qu'ils ne voteraient pas. Les écologistes non plus. Et dans les couloirs de l'Assemblée même, quelques députés insoumis à voix basse commençaient à admettre leurs doutes. Le 25 septembre, la tension était palpable dans l'hémicycle. La motion arrivait enfin en débat. Mélenchon, fidèle à son style de tribun, grimpa à la tribune et s'élança dans un discours fleuve d'une quarantaine de minutes lyriques, enflammé, impeccable, pour galvaniser ses troupes. Sa voix résonnait comme un sermon politique. Puis Lecornu se leva, et soudain l'atmosphère changea. Pas de papier, pas d'effet oratoire. Il s'avança et lâcha une réplique aussi tranchante qu'un scalpel. « Monsieur Mélenchon vient de parler pendant 40 minutes. Je serai bref. Vous voulez me faire tomber? Alors votez. J'accepterai votre verdict quel qu'il soit. Mais cessons les discours, passons enfin aux actes. » Un silence glacé s'abattit pendant une seconde. Puis les murmures envahirent la salle. C'était un uppercut politique. Le résultat fut brutal pour LFI, seulement 203 voix pour la censure, 86, de moins que le seuil fatal. Échec cuisant. Lecornu conservait Matignon. Les médias ne laissèrent aucun suspense. Le Monde, Lecornu renverse le piège tendu par Mélenchon. Libération, 7 mots plus puissants qu'un marathon oratoire. Même dans les rangs de la gauche, quelques voix commencèrent à grincer. Sur France, Inter-Manuel Bompard finit par lâcher presque à contre-cœur. Peut-être avons-nous sous-estimé Lecornu. Ce soir-là, dans la pénombre feutrée de Matignon, Lecornu observait les chiffres s'afficher un à un sur l'écran entouré de son premier cercle. Quand le verdict tomba, Vallière leva sa flûte de champagne, un sourire dans les yeux. « Monsieur le Premier ministre, vous aviez vu juste. Aucune jubilation chez Lecornu. Pas l'ombre d'un triomphe. Il connaissait trop bien la politique pour se laisser griser. Gardons la tête froide. Mélenchon a encaissé le coup, oui, mais il assimile vite. La partie est loin d'être terminée. Et il n'avait pas tort. À plusieurs stations de métro de là, dans son bureau du 2e arrondissement, Mélenchon ne fulminait pas. Il réfléchissait, calme presque méditatif. Il venait de comprendre quelque chose de fondamental. Lecornu n'était ni Barnier ni Bayrou. Pas un apparatchik interchangeable. Pas un fusible anonyme. Non, c'était un stratège, un véritable joueur d'échecs du genre qui orchestre ses offensives 3 coups avant tout le monde. Les semaines qui suivirent confirmèrent que le vent avait tourné. Lecornu réussit l'impensable, faire adopter son budget sans dégainer le 49.3. Les socialistes qui l'avaient convaincu à force de vraies concessions laissèrent passer le texte en s'abstenant. La taxe sur les grosses fortunes, pourtant explosive politiquement, vit le jour au grand étonnement d'une partie de la gauche qui se retrouva presque gênée de devoir reconnaître son efficacité. Mais le vrai coup de maître restait ailleurs, sa communication. Toujours la même méthode chirurgicale sans une once de blabla. À chaque tir de Mélenchon, il envoyait une réplique minimaliste presque tranchante. « Vous avez mieux, je suis tout oui. Montrez-moi des preuves, je vous attends. » Chaque fois, il renvoyait la balle dans le camp adverse, poussant LFI à quitter le terrain du verbe pour celui du concret. Et invariablement, Mélenchon se retrouvait enlisé dans sa propre dramaturgie. 6 mois plus tard, en mars 2026, Le Monde lui demanda d'identifier l'instant décisif de son entrée à Matignon. Il répondit sans une seconde d'hésitation
Le jour où j'ai choisi 7 mots au lieu de 7 pages pour répondre à Mélenchon. C'est là que j'ai compris la politique moderne ne se gagne plus avec des tirades sans fin, mais avec des éclats de vérité parfaitement aiguisés. Quelques jours plus tard, on posa la même question à Mélenchon. Un sourire amer lui échappa avant même qu'il n'ouvre la bouche. Ce jour-là, Lecornu m'a administré une véritable leçon. Il m'a prouvé qu'en politique, une parole courte mais tranchante peut peser plus lourd que des envolées interminables. Ai-je retenu la morale de l'histoire, à vous de juger. Aujourd'hui encore, dans les amphithéâtres de Sciences Po et de l'ENA, cet épisode est disséqué comme un cas d'école de communication contemporaine. Les étudiants décryptent comment Lecornu a retourné une menace mortelle en démonstration de force, comment il a neutralisé la machine oratoire de son adversaire en jouant la carte de la sobriété, comment il a renversé l'équilibre du duel simplement en acceptant de l'affronter frontalement. Certains experts osent la comparaison avec le célèbre « moi président » de François Hollande. D'autres y entendent une résonance du « je vous ai compris » de Gaulle, une formule brève mais qui rebâtit l'histoire autour d'elle. Mais au-delà des grandes théories de com, cette séquence mit en lumière un trait essentiel de Sébastien Lecornu, cette rare capacité à manier l'arme la plus redoutable de la politique, la simplicité courageuse. Dans un univers où tant de responsables politiques s'abritent derrière le jargon technocratique, les pirouettes diplomatiques et les discours interminables qui ne disent rien, Lecornu lui s'autorisait l'impensable parler net, sans maquillage, sans détour, sans cette brume verbale derrière laquelle tant d'autres se barricadent. Et ce fameux matin de septembre 2025, lorsqu'il répondit à Mélenchon avec seulement 7 petits mots, il ne se contenta pas de réussir un coup de com', fulgurant, il installa un style, une signature, une philosophie politique qui allait imprégner toute son ère à Matignon. Mais attendez, il reste un détail que personne ne connaissait à ce moment-là. Un élément resté dans l'ombre pendant des mois. Une confidence lâchée bien plus tard hors micro par un conseiller trop bavard à un journaliste du Canard enchaîné. Un détail qui, une fois révélé, rebat complètement les cartes et donne à cette scène une toute autre couleur. Ce matin-là, en plein cœur de septembre, lorsque Lecornu réunit en urgence son équipe après la sortie tonitruante de Mélenchon, l'idée des célèbres 7 mots n'existait pas encore. Bien au contraire, pendant près de 2 heures, ses conseillers s'échinèrent à façonner 3 longues déclarations, chacune occupant plusieurs pages. L'une adoptait une posture défensive décortiquant minutieusement pourquoi la motion annoncée n'avait aucune base sérieuse. La deuxième, bien plus agressive, visait à pilonner frontalement la stratégie de LFI. La troisième tentait de jouer la carte de l'apaisement en appelant toutes les forces politiques à un dialogue raisonnable. Lecornu parcourut les 3 textes du début à la fin. Puis, sans un mot, il les empila devant lui avant de lâcher calmement. Tout ça est brillant, structuré, parfaitement calibré et complètement inutile. Mélenchon excelle dans ce terrain-là. 3 décennies de combats verbaux derrière lui. Si je me lance dans la même arène, je suis déjà perdant. Et c'est à ce moment précis que Philippe Gustin, le conseiller spécial du Premier ministre, fit basculer la réunion. Lui, ce n'était pas un produit de la politique, il venait des open space feutrés du CAC 40, où il avait dirigé la communication d'un grand groupe industriel avant de rejoindre Lecornu. Il leva la main presque avec gêne, Monsieur le Premier ministre. Je peux vous raconter une petite histoire. Lecornu, intrigué, hocha la tête. Alors Gustin se lança. À l'époque où je travaillais chez Renault, un concurrent nous tapait dessus publiquement, accusations, insinuations, attaques en règle. Gosn, qui dirigeait le groupe, bouillonnait. Il voulait répliquer avec un dossier de 10 pages, mais notre directeur de la communication lui a dit une phrase qui m'a marqué à vie. « Monsieur le Président, quand on vous provoque, le pire réflexe est de justifier votre courage. Le meilleur, c'est de répondre « Très bien, on commence quand ?» Lecornu resta immobile, puis une étincelle traversa son regard. « D'accord, allons-y », répéta-t-il en articulant chaque syllabe comme pour tester le poids des mots. Puis il ajouta plus convaincu encore « Oui, c'est exactement ça. Pas d'argumentaire, pas de plaidoyer, juste accepter le duel. » Ainsi naquit la fameuse formule en 7 mots, non pas comme le fruit d'un plan sophistiqué mûri pendant des jours,
mais comme une sorte d'éclair stratégique venu d'une simple anecdote d'entreprise. Durant les 22 minutes suivantes, Lecornu s'acharna à ciseler la version idéale. Il tenta « Allez-y, monsieur Mélenchon, déposez votre motion ». Trop verbeux, puis « Je vous attends ». Trop condescendant, ensuite « Faites-le ». Trop agressif. Finalement, il décrocha la combinaison parfaite « Monsieur Mélenchon, allez-y, déposez votre motion. J'attends ». Un mélange chirurgical de respect formel « Monsieur Mélenchon », d'invitation directe « Allez-y », d'ancrage institutionnel « Déposez votre motion » et d'un soupçon de provocation tranquille « J'attends ». 7 mots contenant à la fois courtoisie, défi, sérénité et fermeté. Mais voici le fameux détail que Vallière révéla des mois plus tard, celui qui recontextualise tout. Lecornu n'avait aucune certitude que cette stratégie fonctionnerait. Juste avant de descendre dans la cour de Matignon pour faire sa déclaration, il se tourna vers son équipe et lâcha « Si ça tourne mal, si Mélenchon renverse ça contre moi, j'en prends l'entière responsabilité. Ne dites jamais que l'idée vient de vous. » C'était un pari insensé, un vrai coup de poker politique. Il jouait tout son capital sur 7 mots dont personne, pas même lui, ne savait s'ils deviendraient un triomphe ou un désastre. Lorsque Lecornu revint à l'intérieur après avoir lâché sa phrase assassine devant les caméras, il fila droit vers son bureau, ferma la porte derrière lui et s'enferma dans un silence tendu. Pendant un bon quart d'heure, il fit les 100 pas incapable de rester assis. Derrière la porte, Vallière percevait le rythme nerveux de ses pas, preuve que malgré son calme, devant la presse, l'enjeu le consumait. Puis son assistant frappa timidement et entra, les bras chargés. Premier tweet, premières alertes des médias, première réaction des éditorialistes. Lecornu se jeta dessus avec une concentration presque fébrile. Il déroula les publications les unes après les autres, le souffle court, attendant la phrase qui scellerait son sort. Et elle arriva enfin, un journaliste politique majeur écrivait sur Twitter « Lecornu vient de livrer une masterclass absolue de communication politique. » À ce moment-là seulement, il inspira profondément. Le pari insensé qu'il avait pris venait de se retourner à son avantage. Il avait gagné. Mais le plus surprenant n'est pas le risque qu'il avait accepté de porter seul. Non, ce qui sidéra les observateurs, ce furent les confidences qui filtrèrent ensuite du côté de la France insoumise. Dans plusieurs réunions internes, dont les comptes rendus finirent mystérieusement dans la presse, certains députés reconnurent que Lecornu les avait pris de vitesse. L'un d'eux, jamais identifié, aurait même lâché cette phrase devenue culte. On vient de se faire battre par un type qui a compris qu'en 2025, TikTok pèse plus que l'humanité. 7 mots, c'est un tweet. 3000 mots, personne ne lit ça. Cette phrase, aussi mordante soit-elle, révélait une vérité que beaucoup préféraient ignorer. Lecornu avait capté presque par instinct ce que les vétérans de la politique, Mélenchon en tête, avaient encore du mal à admettre: l'époque des discours interminables, des tirades de meetings et des tribunes de 10 pages était morte et enterrée. À l'ère où l'attention se mesure en secondes, où les timelines défilent plus vite qu'un débat parlementaire, la puissance politique ne venait plus de la longueur d'un argument, mais de la netteté d'une formule. Cependant, Mélenchon n'était pas homme à digérer une humiliation sans réagir. Dans les mois qui suivirent, on le vit opérer une métamorphose subtile. Ses tweets raccourcirent, devinrent plus incisifs. Ses passages télé, autrefois fleuves, se resserrèrent. Son style, lui aussi, se mit à parler la langue du temps. Il avait compris. La leçon avait porté. En avril 2026, au cœur d'un débat houleux à l'Assemblée sur la réforme de l'assurance chômage, Mélenchon tenta un coup audacieux, retourner l'arme préférée de Lecornu contre lui. Lorsque le Premier ministre dévoila son projet, le leader insoumis se redressa, prit la parole et lança avec une sobriété presque théâtrale: « Monsieur le Premier ministre, votre réforme est injuste. Retirez-la. Nous attendons. » Une tentative évidente de reprendre la grammaire politique de Lecornu, phrase taillée au couteau, défi frontal, minimalisme calculé. Mais cette fois, la magie n'opéra pas. Et pour cause, ce qui avait rendu le fameux 7 mots de Lecornu si dévastateur ne tenait pas uniquement à leur concision, mais à toute la mise en scène autour. Lecornu, encore perçu comme un relatif outsider, avait surpris tout le monde en brisant les codes.
Son laconisme déroutait, bousculé. Quand Mélenchon, figure rodée des duels oratoires, tenta d'imiter cette approche, cela sonna comme un pastiche et non comme une rupture stylistique. Les analystes politiques ne s'y trompèrent pas. Un chroniqueur du Figaro résuma la situation avec une cruauté jubilatoire. Mélenchon veut jouer au l'écornu, mais c'est aussi naturel que si Pavarotti se mettait au rap. Un style ne s'emprunte pas, il se fabrique, il se vit. Mais derrière la bataille d'images, cet épisode déclencha surtout une onde de choc politique durable. D'un seul coup, l'écornu s'imposa comme un chef de gouvernement impossible à bousculer quelqu'un qui ne reculait pas d'1 millimètre quand on le prenait de front. Cette nouvelle réputation bouleversa totalement le rapport de force avec ses opposants. Au siège du Rassemblement national où l'on envisageait de calquer la tactique offensive de LFI, les plans furent discrètement remballés. Marine Le Pen elle-même, d'après des confidences rapportées en coulisses, lâcha cette phrase mi-admirative, mi-agacée. « Le cornu, lui, ne saute pas au premier choc, il en a dans le pantalon. » Une déclaration prononcée en privé, mais qui pour Le Cornu valait probablement tous les trophées politiques. Plus largement, l'affrontement Le Cornu-Mélenchon rebâtit les cartes du jeu politique français. Après cet épisode, les coups de semonce à répétition devinrent soudain risqués. Menacer sans agir, c'était devenu la garantie d'un ridicule assuré. Le bluff, désormais, avait perdu sa valeur, Le Cornu l'avait exposé en pleine lumière. Dès lors, chaque formation d'opposition dut revoir sa copie. Annoncer une offensive signifiait être prête à l'assumer jusqu'au bout, car un Premier ministre venait de prouver qu'il n'hésitait plus à renvoyer quiconque à ses propres engagements. Et surtout car c'est sans doute l'élément clé de toute cette histoire, l'affaire démontra qu'Emmanuel Macron n'avait pas choisi Le Cornu par accident. Celui que l'on accusait régulièrement d'être un président sans flair, trop technicien, pour sentir la politique venait de prouver l'inverse. Le Cornu n'était pas uniquement un gestionnaire appliqué, c'était une bête politique, un spécimen rare capable de mêler la vision stratégique au sang-froid tactique, le tout porté par un sens inné du timing médiatique. Très vite, son coup des 7 mots devint un petit mythe parisien. Dans les dîners feutrés du pouvoir, on se passait l'histoire comme un secret précieux. Les écoles de communication en firent un cas d'étude, les partis l'intégrèrent dans leur formation interne, et dans les cercles politiques, on en parla comme d'un moment fondateur, le genre d'anecdote que l'on raconte avec un sourire complice, en sachant que tout le monde la connaît déjà par cœur. Cet épisode entra aussitôt dans la mythologie politique de la Veuve République, rangé aux côtés des répliques devenues immortelles, le « Je vous ai compris » de Gaulle, le « Vous n'avez pas le monopole du cœur » de Giscard, l'ombre de Mitterrand planant sur Chirac, ou encore le brutal « Casse-toi pauvre con » de Sarkozy. Un an plus tard, en septembre 2026, Le Cornu occupait toujours Matignon Exploit, presque surnaturel à l'ère Macron. Depuis Édouard Philippe, aucun Premier ministre n'avait réussi à survivre aussi longtemps à la gravité politique qui avalait ses prédécesseurs. Lors de la cérémonie organisée à l'Élysée pour célébrer cette année de résistance, un journaliste osa la question rituelle « Monsieur le Premier ministre, comment avez-vous fait pour tenir si longtemps ?» Le Cornu esquissa un sourire puis sortit une réponse parfaitement ciselée, fidèle à son style minimaliste devenu légendaire. Dire ce qu'on pense, faire ce qu'on promet, assumer ce qu'on fait. 9 mots cette fois. Était-ce une évolution ou un retour en arrière par rapport aux 7 mots fondateurs? Les analystes passèrent des jours à se battre pour trancher sans jamais tomber d'accord. Pendant ce temps, dans son bureau du 15e arrondissement, Jean-Luc Mélenchon suivait l'interview en direct, les bras croisés, un demi-sourire flottant sur son visage, un sourire où perçait malgré lui une pointe de respect. Son assistant témoin de cette réaction rare prit son courage à 2 mains. « Monsieur Mélenchon, que pensez-vous de Le Cornu après 1 an ?» Le chef insoumis resta immobile un long moment, les yeux fixés sur l'écran. Puis il lâcha d'une voix calme, presque méditative, une confession que personne n'aurait cru possible. C'est probablement l'adversaire le plus redoutable que j'ai affronté. Pas parce qu'il est le plus brillant, ni le plus technique, ni même le plus stratège, mais parce qu'il a saisi une vérité que j'ai trop tardé à intégrer. Aujourd'hui, en politique, une phrase qui percute vaut 1000 démonstrations parfaitement construites. Et cette maîtrise-là, c'est terrifiant.
Ce quasi-éloge arraché à l'un de ses ennemis les plus irréconciliables résumait mieux que n'importe quel discours l'onde de choc provoquée par ces 7 mots lancés un matin de septembre. Ils n'avaient pas simplement renforcé un Premier ministre chancelant, ils avaient déplacé les lignes, redéfini les codes et façonné un nouveau champ de bataille pour la politique française. Aujourd'hui, dans les amphithéâtres, où l'on décortique la communication politique, l'affaire Lecornu est devenue un passage obligé. Les enseignants posent invariablement la même question à leurs étudiants. Si vous aviez été à sa place ce matin-là, comment auriez-vous réagi? Et les réponses tombent toutes semblables, un discours solidement construit, une justification en règle, un exposé méthodique de sa légitimité. Rares sont ceux qui pensent à ce qui fit pourtant toute la différence, le réflexe brut, l'audace du minimalisme. Alors lorsque le professeur dévoile la véritable stratégie de Lecornu, il se produit toujours ce petit instant suspendu. Ce silence lourd où les étudiants prennent conscience qu'ils viennent d'entrevoir une vérité essentielle sur le pouvoir. Il arrive que le courage ne se mesure pas à la longueur d'un discours, mais à sa précision. Il arrive que la meilleure parade ne soit pas l'argumentaire, mais le face-à-face assumé. Et il arrive surtout qu'une poignée de mots bien taillés bouleverse davantage le cours de l'histoire qu'un marathon oratoire. Ce matin-là, en septembre 2025, Sébastien Lecornu n'a pas simplement répliqué à Jean-Luc Mélenchon. Il a, sans le savoir, peut-être griffonné une nouvelle ligne dans le grimoire de la politique contemporaine. Une ligne brève comme un éclair, mais que personne, ni dans les couloirs de l'Assemblée, ni dans les écoles de sciences politiques, ne parviendra à effacer. Quant à savoir si Mélenchon a retenu la leçon, la réponse n'est pas si simple. Oui, il a ajusté sa manière de communiquer. Oui, ses tirades se sont faites plus resserrées. Mais il n'a jamais renoncé à ce qui constitue la colonne vertébrale de son personnage politique, la fougue, l'emphase, l'art du raisonnement fleuve. Au fond, Lecornu et Mélenchon incarnent 2 visions irréconciliables du combat politique. L'un tranche, l'autre déploie. L'un frappe sec, l'autre construit des cathédrales de mots. Pour Mélenchon, le verbe est une marée qui avance, qui gonfle, qui finit par emporter l'auditeur sous le poids de ses démonstrations. Pour Lecornu, au contraire, la parole n'a pas besoin de s'étirer, elle doit percuter, découper, s'imprimer d'un seul geste net. 2 philosophies, 2 armes oratoires. Et chacune peut dominer la scène politique selon l'instant, l'humeur du pays, la tension du moment. Mais ce matin-là, en septembre 2025, alors que l'État vacillait et que l'espace médiatique brûlait de toutes parts, c'est l'efficacité chirurgicale de Lecornu qui l'a emporté. Son choix n'a pas seulement écrasé un duel rhétorique, il a ouvert une brèche dans la manière même dont on conçoit la communication politique en France. Dès lors, une évidence s'imposa. Mieux vaut un coup précis qu'une pluie de mots, mieux vaut une phrase qui tombe comme un marteau qu'un discours qui serpente. Et parfois, 7 mots bien calibrés suffisent pour reléguer 3000 autres au rang d'écho inutile. La prochaine fois qu'un responsable politique vous inflige un interminable monologue pour riposter à une critique, repensez à cet épisode. Souvenez-vous qu'un jour, Sébastien Lecornu a démontré qu'il existait une autre voie. Remémorez-vous cette formule lapidaire, ces 7 mots qui ont renversé toute la dynamique. Monsieur Mélenchon, allez-y, déposez votre motion. J'attends. Et posez-vous cette question, à quoi ressemblerait la vie publique si ceux qui nous gouvernent osaient cette sobriété-là, cette franchise-là, cette frontalité-là? Peut-être que l'avenir de notre démocratie dépend précisément de cette capacité à dire les choses sans détour et à les assumer.